Bonjour Claude Moniquet. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Vous êtes expert en contre-terrorisme. Votre dernier ouvrage, vous êtes co-auteur de Comprendre le 7 octobre 2023 de la création d'Israël à l'offensive du Hamas, qui est paru aux éditions du Félin dans la collection Questions d'époque. Claude Moniquet, 15 jours déjà, 15 jours que l'Iran dit on va attaquer Israël, il ne se passe rien, il ne se passe tellement rien qu'il y a même des compagnies aériennes qui ont repris leur vol même vers le Liban. L'Iran est en train de se dégonfler ? Oui, Air France et Transavia ont annoncé ce matin qu'ils reprendraient leur vol vers Beyrouth demain matin, jeudi, le 15 août, tout en maintenant une analyse quotidienne de la situation pour voir si ce maintien des vols peut perdurer. Non, je ne pense pas que l'Iran se dégonfle. Téhéran a le temps. En fait, il y a deux certitudes. Premièrement, d'une manière ou d'une autre, l'Iran se vengera des deux affronts qui lui ont été faits, avec l'élimination d'un chef du Hezbollah, du numéro 2 du Hezbollah à Beyrouth, et surtout, bien sûr, avec l'élimination ciblée d'Ismaël Haniyeh à Téhéran. C'est une certitude. La deuxième certitude, c'est que l'Iran a le temps. L'Iran travaille sur une autre échelle de temps que nous. Les Iraniens frapperont un moment ou l'autre, soit directement sur Israël, soit indirectement sur Israël via des proxys, soit encore tout à fait ailleurs, sur des communautés juives ou des intérêts israéliens. Et ils ont le temps. Et ce temps, a d'ailleurs dit Ali Khamenei, le guide suprême, cette attente fait partie de la punition. Ce sont les termes exacts qu'il a utilisés il y a une semaine. Claude Moniquet, est-ce qu'on peut imaginer, si c'est sûr que l'Iran va riposter, on peut imaginer que l'Iran met aussi ce temps à profit pour envisager une riposte? Est-ce que ça veut dire que plus cette riposte tarde à arriver, plus il faut la redouter comme quelque chose de grave, de massif, de surprenant, d'inattendu? Malheureusement, ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse à l'Iran et à 2-3 autres problèmes. L'Iran nous a toujours surpris d'une manière ou d'une autre, et toujours surpris de manière extrêmement négative, il faut bien le dire. Je pense qu'il y a deux choses, outre le choix du moment qui appartient à l'attaquant. Il y a deux choses qui expliquent cette attente pour le moment. La première, c'est que l'Iran est en train de s'armer. On a vu des armes russes et autres arriver très récemment à Téhéran. Et il y a des tensions à l'intérieur du système entre des gens qui sont favorables à une riposte massive contre Israël et directe, et des gens qui sont plutôt favorables à frapper des intérêts israéliens à l'étranger, entre autres en Azerbaïdjan ou au Kurdistan irakien. Ça, c'est la position du président de la République, Pezeshkian, qu'on décrit une fois de plus à l'Ouest comme étant un modéré. Alors ça, il faut éliminer cette question tout de suite. Il n'y a pas de modéré en Iran. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Il y a des gens qui peuvent avoir des divergences tactiques sur la ligne à suivre, mais ils ont tous un objectif commun qui est la préservation, la sanctuarisation de la révolution islamique, et donc ne pas mettre l'Iran en danger. C'est la ligne de Pezeshkian. Ce que dit Pezeshkian, ce que pense Pezeshkian, c'est que si il y a une attaque iranienne directe sur Israël, la riposte ne sera pas seulement israélienne, mais également américaine, et qu'il est très clair que l'Iran ne pourra pas y faire face. Alors, il y a un autre courant, les gardiens de la révolution et les durs, qui eux veulent quitte à déclencher une guerre régionale, qui eux veulent une riposte directe, et on verra dans quel sens ces choses seront tranchées dans les heures ou les jours ou les semaines à venir. Vous avez parlé, Claude Moniquet, si ça se faisait à l'étranger, d'une riposte en Azerbaïdjan ou au Kurdistan. Pourquoi, dans ces deux endroits, c'est particulièrement envisagé plus qu'ailleurs ? Alors, ce sont des endroits qui ont été cités par l'entourage de Pezeshkian, du président élu, enfin du président en exercice, qui parlait de base du Mossad au Kurdistan irakien et en Azerbaïdjan. On sait effectivement que la coopération militaire et de renseignement entre Israël et l'Azerbaïdjan est extrêmement importante, ne fût-ce que parce qu'une partie importante de la population iranienne
est d'origine azérie, à commencer d'ailleurs par le président Pezeshkian et le guide suprême Ali Khamenei. Ça fait 20 à 30% des Iraniens sont des Azéris, donc ça veut dire que l'Azerbaïdjan a une capacité à capter du renseignement que nous n'avons pas et que les Israéliens peut-être n'ont pas. Quant au Kurdistan, on sait également qu'il y a une très forte coopération entre les Israéliens et les Kurdes d'Irak depuis de nombreuses années. Donc ce sont effectivement deux endroits où il existe des bases opérationnelles israéliennes de renseignement et très probablement de forces spéciales qui pourraient être des cibles. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vous rappelle qu'il y a 30 ans, les gardiens de la pas les gardiens de la Révolution, ils avaient organisé, mais le Hezbollah avait frappé à Buenos Aires, en Argentine, la mutuelle Amia. Donc la riposte peut être très lointaine, elle peut avoir lieu n'importe où dans le monde, et ça ajoute bien entendu à la complexité de l'analyse et à ce que sera la riposte, qui elle aussi sera totalement inévitable, des Israéliens. L'élimination de Ismail Haniyeh, est-ce que est du haut responsable du Hezbollah pour le régime islamique iranien, est-ce que c'est une raison de riposter ou est-ce que c'est un prétexte parce qu'il existe des raisons même peut-être de politique intérieure iranienne qui ferait qu'une riposte ce serait favorable, peut-être favorable dans les équilibres internes par rapport à ce qui se joue au niveau de la lutte du pouvoir entre deux branches différentes du pouvoir ou même par rapport à l'opposition iranienne? C'est probablement les deux, mais vous avez raison, il y a une raison de politique intérieure. L'Iran affronte depuis 2 ans maintenant la crise la plus grave que le régime a jamais rencontrée, avec les manifestations pour les droits des femmes et la jeunesse qui s'est mobilisée, etc. Ça s'est un peu calmé pour le moment, mais on voit bien que la jeunesse iranienne, et très majoritairement la jeunesse iranienne, en a assez de ce régime, et que ce régime aujourd'hui n'a plus en admettant qu'il n'ait jamais eu la moindre légitimité, n'en a plus aujourd'hui. Donc, ça veut dire que il faut envoyer un signal fort à l'opposition, qui est de dire nous restons les maîtres et nous restons une puissance avec laquelle on doit compter. Ça permet aussi, riposter permet aussi de rassembler le camp conservateur, le camp le plus dur autour du régime, en montrant qu'on maintient les principes de la révolution islamique et qu'on maintient au haut levé le drapeau de l'islam combattant. Ce sont des raisons extrêmement importantes. Mais maintenant, de toute façon, très clairement, dans une région qui s'appelle le Moyen-Orient et où seul compte la force, l'Iran n'avait pas le choix. Défier chez elle, à Téhéran, et défier par l'élimination d'un chef du Hezbollah, qui est une organisation créée de toutes pièces par l'Iran, l'Iran ne peut pas faire autrement que réagir. Le fait que l'Iran ne réagisse pas tout de suite, est-ce que ça a un lien plus ou moins ténu avec les négociations en ce qui concerne les otages israéliens qui sont toujours 115 aux mains des groupes terroristes dans la bande de Gaza? Il y a des négociations qui doivent s'ouvrir au Caire demain jeudi. Alors, j'ai vu cette hypothèse avancée par plusieurs analystes. Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que, très honnêtement, les négociations entre le Hamas et Israël, par l'intermédiaire de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, les Iraniens s'en moquent comme de leur premier kéfier, si je peux dire. Il n'y a pas de... C'est un argument politique, ça rajoute un peu de pression, ça rajoute de l'incertitude stratégique, mais il est très clair que les Iraniens n'ont jamais été sur une ligne de négociation avec Israël et ne le seront jamais. Dans l'acte de naissance de la République islamique, il y a quand même, il faut le rappeler chaque fois qu'on peut, il y a l'éradication de ce qu'ils appellent l'entité sioniste. Ils ne parlent même pas d'Israël, l'entité sioniste. Donc non, les négociations, c'est un pur prétexte qui permet de gagner du temps et qui permet de rajouter du brouillard autour déjà de ce brouillard stratégique qui existe au Moyen-Orient. L'éradication de l'entité sioniste, vous l'avez dit, c'est effectivement l'objectif de l'Iran. On a vu l'Iran depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, et le comprendre, c'est justement le titre de votre ouvrage. Auparavant, il y avait l'Iran et puis les mouvements palestiniens, nationalistes ou islamistes. Depuis le 7 octobre, il y a l'Iran, on a l'impression qu'il s'est quand même infiltré dans la cause palestinienne, où ça existait peut-être déjà avant et c'était moins voyant. C'est cette façon-là aussi que l'Iran utilise pour éradiquer Israël ? Ou alors, ça n'a pas de rapport et c'est détaché?
Non, c'est un des moyens. Pendant très longtemps, l'Iran a été confiné à la limite géographique, à la frontière d'Israël, hein. Il avait le Hezbollah qui lui permettait de bombarder Israël, de provoquer l'armée israélienne, de provoquer de mini-conflits régionaux. Et puis, avec le rapprochement qu'on a assisté entre le Hamas et l'Iran, Téhéran est arrivé à mettre un pied à l'intérieur de la forteresse israélienne. Et très clairement, la nomination de Yahya Sinwar à la tête du Hamas renforce ce lien entre l'organisation terroriste palestinienne et l'Iran. Donc c'est important parce que ça permet effectivement à l'Iran d'avoir un levier en plus pour agir de l'intérieur contre Israël, mais en même temps ça donne plus de complexité à la situation parce que toute la question en fait de l'Iran, c'est maintenir assez de pression pour être une gêne permanente, beaucoup plus qu'une épine dans la chaussure, plusieurs épines dans la chaussure d'Israël, sans jamais aller trop loin pour ne pas provoquer une riposte qui serait dévastatrice pour le régime des Mollahs. Et le fait d'avoir un client comme le Hamas ne facilite pas les choses. Pourquoi la nomination de Yahya Sinwar, avez-vous dit, renforce l'Iran plus que celle d'un autre responsable du Hamas ou plus que celle d'Ismail Haniyeh qui était là avant ? Alors, effectivement, je pense qu'il y a pas mal, depuis le virement stratégique auquel on a assisté dans le Hamas il y a quelques années, qui les a rapprochés de l'Iran, il y a de nombreux partisans de la révolution, pas de la révolution iranienne, mais en tout cas de l'Iran, au sein du Hamas. Mais Yahya Sinwar est considéré par les services de renseignement comme étant l'un des plus proches de Téhéran et l'un des plus durs. Or, bien entendu, ce caractère de dirigeant dur du Hamas, en admettant qu'il y ait des mous, une fois de plus, c'est comme les modérés en Iran, hein. Moi, je discerne pas beaucoup de mous et de tendres à la tête du Hamas, mais enfin bon, ce sont des classifications. On aime bien classifier en Occident et en Europe, donc classifions. Le fait d'avoir un homme comme Sinwar, qui est un dur, effectivement, renforce ce rapprochement entre l'Iran révolutionnaire et le Hamas. Parce que l'Iran, n'oublions pas, l'Iran reste une puissance révolutionnaire. L'Iran reste une puissance révolutionnaire et l'Iran, effectivement, a mis un pied dans la porte du conflit entre Israël et les Palestiniens via le Hamas. Le Hamas, c'est pourtant l'interlocuteur avec lequel il faut faire pour obtenir la libération des otages israéliens. Ces négociations, elles reprennent demain. On entend tout sur ces négociations. On entend en même temps le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, qui explique voilà, ces négociations, elles sont délicates. Il y a des tensions dans la région. On espère que ça pèsera pas dessus. Et puis, au département d'État américain, dire non, ça pèsera pas dessus. Il y a bon espoir qu'un accord soit conclu. C'est la confusion, finalement, autour de ce qui va se jouer à partir de demain. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces accords qui se jouent ? Pourquoi les Américains, la Maison-Blanche, ne dit pas pareil que le département d'État et effectivement ce flou entretenu sur l'Iran qui va attaquer, pas attaquer. C'est confus cette situation, on a du mal à démêler les fils. Mais la situation est extrêmement confuse, effectivement. Il y a eu un accord jusqu'à présent, en novembre dernier, qui a permis la libération d'une centaine d'otages. Et depuis, à peu près toutes les semaines, on nous dit que les négociations avancent, qu'on approche d'un accord, qu'il est pour dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 heure, et il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que le Hamas n'y a pas intérêt. Il y a 2 parties dans cette négociation, en dehors des intermédiaires. Il y a Israël qui veut récupérer ses otages, mais qui est pris dans un terrible piège. Moi, ma co-autrice et moi, nous disons depuis le début qu'il y a contradiction entre le fait de dire qu'on veut détruire le Hamas et mener ces opérations et dire qu'on veut libérer les otages. C'est 2 choses qui sont très difficiles à faire en même temps, c'est très clair. Ça, c'est le dilemme stratégique israélien. Et du côté du Hamas, il n'y a pas d'intérêt. Tant que le Hamas a les otages, c'est une espèce d'assurance. Ça permet de faire monter la pression, ça permet de maintenir une pression aussi sur la société israélienne, et ça permet d'avoir une sorte de protection. Je vois mal ce qu'Israël pourrait offrir aujourd'hui au Hamas qui permettrait d'accélérer la libération des otages, de ceux qui sont encore vivants, en tout cas. Je le vois assez mal. Ça ne veut pas dire que ça ne passera pas. En revanche, je vois très bien l'intérêt que le Hamas a à ce que cette guerre continue et à ce que les morts civiles
ou prétendus civils, hein, puisque personne n'a été faire le décompte objectif sur le terrain. Mais nul doute qu'il y a des morts civiles et qu'il y en a trop. Le Hamas a intérêt à cette accumulation de morts civiles parce que ils le disent eux-mêmes, c'est le sang des martyrs qui alimente la cause palestinienne. Donc tant que la guerre durera, le Hamas restera très clairement à la pointe de ce que certains appellent le combat palestinien. Pour accélérer la libération des otages, vous dites effectivement le Hamas a intérêt à ce que cette guerre dure. Le Hamas n'a pas intérêt à libérer les otages. Finalement, en laissant face à face Israël et le Hamas, rien ne peut être réglé, semble-t-il. Est-ce que la communauté internationale a peut-être un rôle à jouer là-dedans, ou alors est-ce que ça ne servirait absolument à rien ? Alors sur la guerre elle-même, c'est difficile à dire. Maintenant, la guerre ne durera pas éternellement et il y aura un jour d'après. Il est très clair dans le jour d'après qu'il faudra sortir de ce face-à-face, pas spécialement entre le Hamas, mais exclusivement entre Palestiniens et Israéliens. Il faut à un moment donné, et on le voit très bien avec les positions extrémistes des Palestiniens, mais malheureusement on le voit aussi du côté israélien avec certaines positions comme celle de M. Ben Gvir qui a jugé intelligent il y a 2 jours d'aller prier sur le mont du Temple alors que le gouvernement israélien s'y oppose depuis toujours et que c'est une position politique et stratégique du gouvernement israélien et des services de sécurité israéliens depuis toujours. Lui, ministre dit de la sécurité nationale, qui par hier n'a pas été capable d'empêcher le 7 octobre, mais qui est toujours ministre de la sécurité nationale, a jugé bon de défier directement les services de sécurité de son pays. On verra s'il en paie un poids politique. Mais il y a des 2 côtés, on le voit bien, des partis qui ne veulent pas de négociation. Il faudra, j'enfonce une porte ouverte, mais il faudra un jour ou l'autre s'asseoir à une table de négociation pour trouver une solution politique à la question israélo-palestinienne. Et cette solution, je regrette de le dire à ceux qui ne veulent pas l'entendre, passe obligatoirement par une solution à 2 États. Et cette solution à 2 États ne pourra probablement se faire qu'avec le concours de puissances extérieures, à la fois européennes, américaines, nord-américaines et probablement, très certainement, arabes. Claude Moniquet, en se mettant dans l'esprit des gens qui sont en Israël, notamment des familles d'otages, hein, ça fait depuis longtemps qu'elles attendent le retour des leurs. Effectivement, il y a eu une première phase où il y a une centaine d'otages qui ont pu être libérés. Après, il y a eu quelques opérations qui ont permis de libérer quelques autres otages. Cette pression, elle existe en Israël. Il y a des manifestations toutes les semaines, hein, même si on l'entend peu dans les médias internationaux. Toutes les semaines, malgré le fait qu'Israël soit en guerre, il y a des manifestations qui réunissent parfois des milliers d'Israéliens dans les rues à Tel Aviv et dans d'autres villes pour réclamer un accord pour la libération des otages. Ça pèse également et parfois il y a des discours qui disent en fait comme le Hamas voit qu'Israël est divisé, ça ne le pousse pas à rendre les otages, ça apparaît comme une faiblesse ces manifestations. D'autres disent Israël est une démocratie et ces manifestations montrent qu'en Israël, ça continue à être une démocratie malgré la guerre et c'est ça qui fait notre force. Qu'est-ce qui fait là-dedans la force et la faiblesse ? C'est une question qui se pose à toutes les démocraties d'ailleurs, les divisions qui apparaissent au grand jour par rapport à des pays qui affichent quelque chose de très uni mais qui finalement ne sont pas des démocraties. Là, ça se joue aussi là-dessus au Moyen-Orient et sur la question des otages, comment ça pèse ? Mais ça pèse bien entendu, mais on nous dit depuis le 7 octobre, et on nous l'a dit, et ça n'est pas faux, qu'il fallait une unité nationale pour mener la guerre. On a bien vu les limites de cette unité nationale avec le cabinet de guerre qui a volé en éclats, avec les membres de l'opposition qui l'avaient rejoint, dont on ne sait plus très bien fondamentalement s'ils sont toujours dans le gouvernement ou s'ils n'y sont plus, dans l'opposition terrible entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Benny Gantz, on voit bien que cette unité nationale est extrêmement fragile. Moi, je suis de ceux qui pensent effectivement, d'abord je pense aux familles des otages, et je comprends tout à fait leur douleur et leur désarroi, parce qu'on leur a promis la libération, c'est une des promesses fondamentales du 7 octobre au soir ou du 8 octobre au matin, nous allons libérer les otages, et ça ne se passe pas, en tout cas ça ne se passe plus depuis des mois.
Je pense que la grande force d'Israël, et ça n'est pas une faiblesse, c'est effectivement d'être une démocratie et d'être la seule démocratie au Moyen-Orient. Ça fait toujours cliché quand on rappelle ça, parce on peut nous raconter des tas de choses, que le Liban est une démocratie, etc. Moi, on peut dire n'importe quoi. La réalité, c'est que la seule démocratie qui existe dans cette région, c'est Israël, et que Israël, dans une guerre qui est extrêmement difficile, qui met à mal l'image d'Israël, qui tue des Israéliens, et après un pogrom sans aucun précédent qui a tué 1200 Israéliens, Israël continue à être capable de faire vivre sa démocratie. Et ça, je pense que c'est fondamental. C'est une leçon donnée au monde, et c'est aussi une manière pour certains des alliés d'Israël, des alliés européens ou nord-américains d'Israël, qui parfois seraient tentés de prendre leur distance quand ils lisent le terrible décompte des morts égrenés chaque jour par le Hamas. Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui malgré tout, maintient ce lien essentiel. Le combat que mène Israël, c'est aussi un combat pour la démocratie et pour les droits des gens, les droits des personnes. Et c'est ça qui rapproche Israël du monde occidental. C'est ça qu'il y a aujourd'hui, qui fait qu'il y a aujourd'hui deux blocs, globalement, qui sont plus les communistes et l'OTAN du passé, mais qui sont ce qu'on appelle le bloc occidental d'une part et le Sud global d'autre part. Israël n'est pas dans le Sud global, Israël est du côté des démocraties, et je pense que c'est important que cette démocratie continue à vivre. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le grand journal sur Radio J. Je rappelle que vous êtes expert en contre-terrorisme et je rappelle aussi votre ouvrage coécrit avec Étienne Genovefa, Comprendre le 7 octobre 2023 de la création d'Israël à l'offensive du Hamas aux éditions du Félin dans la collection Questions d'époque. Merci beaucoup. Merci Eva.